Bonjour chers frères et sœurs, je vous souhaite une très bonne journée. Je voudrais poursuivre mes vidéos sur nos grands ancêtres africains et parler ce matin du roi des Ashanti Opoku Ware. C'est lui qui a succédé au fondateur de la Confédération Ashanti, son oncle Osei Tutu. J'ai déjà fait une vidéo sur Osei Tutu, vous pouvez la regarder. Mais cette vidéo-ci, je l'intitule Opoku Ware, le fondateur de l'Empire Ashanti. Parce que c'est lui qui a fait effectivement de la Confédération Ashanti un empire. Alors cela m'amène à vous définir ce qu'est un royaume et ce qu'est un empire. Un royaume, disons que c'est une entité étatique qui est dirigée par un souverain qui règne sur un peuple de personnes, de gens qui ont les mêmes coutumes, les mêmes traditions. Mais quand il s'agit d'un empereur, quand il s'agit de l'empire, c'est aussi un État dirigé par un souverain, mais qui règne sur des peuples de cultures, de langues, de traditions différentes. C'est pour cela que dans l'empire des Perses et des Mèdes, quand l'empereur émettait un décret impérial, il était dit à chaque peuple, à chaque nation, selon sa langue et son écriture. Vous voyez? Parce que dans l'empire des Perses et des Mèdes, il y avait des populations de toute culture. Voilà. Donc c'est ça l'empire. Et Opoku Ware, c'est lui qui va réaliser l'empire Ashanti. Alors, ce qu'on sait de lui, c'est que son père s'appelait Edou Pani. Il était chef des Amakom, un sous-groupe Ashanti, qui est dirigé par un clan, enfin une famille, un lignage de matriclan Asséné. Et sa mère est la propre nièce d'Osei Tutu. Sa mère, c'est Nyankun Kosiamoa. Et il y a des textes tambourinés des Brondiamants qui parlent de Opoku Ware. On dit de lui qu'il était quelqu'un qui avait un teint assez clair. Alors, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente sur Osei Tutu, je pense que Opoku Ware a accédé au pouvoir, est monté sur le trône des Ashanti en octobre 1718. Voilà. Et sur ce point, évidemment, je l'ai dit, je ne partage pas l'avis des historiens ghanéens qui placent son accession au trône en 1720. Et je vais vous lire un document qui est tiré des sources hollandaises qui attestent ce que je suis en train de dire. Je vais lire ça. Les Ashantis sont très divisés. À 2 reprises, ils se sont battus les uns contre les autres et c'est l'héritier du Zé qui a eu le dessus. Alors c'est tiré d'une lettre de Van Neersen, Axim, 30 octobre 1718. Vous voyez? Vous voyez? Ce document parle de la victoire de Opoku Ware, successeur du Zé. Le Zé ici, ça veut dire Osei Tutu. Donc il accède au pouvoir en 1718. Vous voyez? Et d'ailleurs, un autre texte montre qu'en 1718, il reprend la guerre contre les Achem que son oncle Osei Tutu et prédécesseur avaient commencé. Voilà. Et donc, il reprend cette guerre et en 1720, il est victorieux des Achem, notamment de l'Achem Abouakwa et de l'Achem Kotoku. Donc, vous voyez, il augmente donc son espace de domination. Vous voyez. Et après cette victoire sur les Achem, alors il vient maintenant faire la guerre aux Agni, aux Aouin, Agni de Lebrosa. Et il est vainqueur d'eux en 1721. Mais je vous avais dit qu'en 1718, au moment où ils guerroyaient contre les Achem, les Agni ont fait une incursion avec l'un de leurs guerriers, Ebri Moro, et ils ont emporté 20 000 prisonniers, des femmes et des enfants Ashanti. Et c'est à la suite de cet événement-là que Opoku Ware, qui est un grand stratège militaire,
a créé l'arrière-garde. Anciennement, dans l'organisation militaire des Akans, il y avait l'avant-garde, qu'on appelle Adonten. Il y a aussi des éclaireurs. Les éclaireurs sont appelés Toifo. Les éclaireurs font partie de l'avant-garde. Ensuite, il y a l'aile droite, qu'on appelle Nifan, et l'aile gauche, qu'on appelle Benkoum. Voilà, c'était le modèle d'organisation militaire des Akans. Vous voyez. Mais à la suite de cet événement-là, Opoku Wari a créé l'arrière-garde. Cette arrière-garde, on l'a appelée Acherdom, c'est-à-dire l'armée de l'arrière. C'est-à-dire c'est l'armée qui reste sur le territoire dans le royaume pour protéger le royaume de toute attaque quand d'autres unités militaires vont en guerre à l'extérieur. Et aussi, il a créé une unité spéciale qui protège la capitale, qu'on appelle Ankobia. Le terme Ankobia vient de l'expression Wonkobibia, c'est-à-dire que tu ne vas nulle part, tu restes dans la capitale pour protéger la capitale. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est Opoku Wari qui a mis en place cette innovation militaire-là. Il faut savoir cela. Et quand il a vaincu Laowin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annexé de larges parties pour le territoire de Laowin, notamment ce qu'on appelle l'Aafo. Et en Aafo, il a fait installer des populations Ashanti dans cette zone-là. Donc, il en a fait comme une colonie de peuplement. Et là, ils vont créer plusieurs villages. Hein, les Ashanti vont créer plusieurs villages dans la Hafo. Akwa, Bois, Mim, Ya, Sienchem, Siereso, etc. Et qu'est-ce qu'il va faire aussi prendre comme disposition? Il va amener des unités militaires Ashanti, notamment venues de Djoaben, à s'installer sur une portion du territoire des Agni. C'est ainsi qu'ils vont créer la chefferie de Dadieso, des Suamara de Dadieso. Et Opoku Wari va leur dire, Suamamre, n'oubliez pas que vous êtes des Ashanti et que vous devez servir le trône d'or des Ashanti. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Dans cette guerre contre Laowin, il avait amené justement les Sahye, c'est-à-dire les deux royaumes Sahye, Sahye Uaso, Sahye en Uaso, à combattre à ses côtés. Donc, ces deux royaumes sont devenus aussi des royaumes vassaux de l'Ashanti. D'ailleurs, le royaume de Sahye Uaso va être confronté à un chef Awin qui va continuer de résister. Opoku Wari va demander à Nkwa Okodom, le chef de Sahye Uaso, il dit, mais on ne règle pas tout par la force. Il faut négocier avec ceux-là. Et c'est ce qui s'est fait. Bon, je ferai donc une vidéo sur Nkwa Okodom pour donner les précisions. Donc, je passe sur cette situation-là. En 1720, donc, il a vaincu la Tchem. 1721, il a vaincu, comment on appelle ça, Laowin. Et puis, en 1722, il va vaincre le Bono, qui est le premier royaume Akan de l'histoire et qui est au nord de l'Ashanti. Et quand il va vaincre le Bono, qu'est-ce qu'il va faire pour affaiblir le Bono? Il va permettre la partition du royaume Bono. Il y a une partie du royaume Bono qui va être désormais appelée Nkoranza. Et ce sont des éléments d'origine Ashanti, notamment venus de l'Amakom. Or, les Amakom, ce sont ses parents paternels. Ce sont ceux-là qui vont diriger désormais cette portion du royaume Bono. Et il va annexer 9 gros villages Bono qu'il va intégrer à l'Ashanti. Vous voyez, c'est important. En 1740, il va vaincre les Brondiamans. Il va avoir la victoire sur le Brondiaman. Et c'est ainsi que les Brondiamans vont faire partie désormais de l'Empire Ashanti. Vous voyez, de l'Empire Ashanti. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre la création de chefferies non loin de l'espace Brondiaman. Pour que ceux-là soient comme une force tampon qui puisse surveiller les Brondiamans et veiller à leur docilité. C'est le cas des chefferies comme Berekoum. D'ailleurs, Berekoum veut dire viens me tuer. Berekoum. Comme Sekiboumassé, etc. Il a créé plusieurs chefferies comme ça. Il y en a au moins 3 hein, qui veillaient à la docilité des Brondiamans. Et puis aussi, c'est la création du royaume d'Oma. Parce que
Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur le royaume d'Oma, vous devez regarder ça. Mais celui qui a été, disons, le deuxième roi du Doma, qu'on appelle Trémi Sikafu, mais qui anciennement s'appelait Yebo Okuku Dabi, il appartient à une branche collatérale de la famille royale des Bronze Diamants. Voyez. Et c'est lui qui va créer le royaume d'Oma. Peut-être que je ferai aussi une vidéo sur lui. Et il va prendre comme nom de règne Trémi Sikafu. D'ailleurs, c'est lui que les traditions orales des Baoulé Assabou appellent Asante Yeboa. Parce qu'il s'appelait Yeboa Okuku Dabi. Voilà. D'ailleurs, c'est lui qui était à la tête de la délégation envoyée par Opoku Ware pour demander aux Baoulé de revenir en Ashanti. Évidemment, cette démarche-là n'a pas marché. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Après la conquête du Bono, il va conquérir le Gonja entre 1741 et 1742. Le Gonja est au nord du Bono. Et dans la foulée, il va conquérir aussi le Dagomba et le Nanumba, qui sont des royaumes Mossé, c'est-à-dire proches des Mossi. D'ailleurs, les Mossi du Burkina Faso actuel, les ancêtres sont partis du Mampoussi, mais le Mampoussi a échappé à la conquête de l'Ashanti. Mais leurs frères Dagomba et Nanumba n'ont pas échappé à cela. Voilà, c'est ce qu'il va faire. Mais déjà, en 1728, il va vaincre le Wassa. Et quand il va vaincre le Wassa, il va permettre la partition du Wassa. Les anciens rois du Wassa seront désormais rois d'une portion seulement du territoire Wassa qu'on va appeler Wassa Féassé. Mais des immigrés et des réfugiés à Kwamou qu'ils avaient accueillis sur leur territoire, Opoku Ware va leur permettre de créer un autre royaume, qui sera le royaume Wassa Amanfi. Bon, vous voyez que donc, dans la stratégie de Opoku Ware, quand il arrive à vaincre un territoire, un peuple, il met en place des dispositifs pour affaiblir ce peuple-là, pour ne pas que ce peuple puisse se révolter aisément contre l'Ashanti. Vous voyez que c'était vraiment un stratège. Et puis, déjà en 1730, il a vaincu le Bana, où il y a justement un royaume dirigé par alternance par des Senufo Nafana et puis par des Gwandumpo. Déjà en 1730, il va faire en sorte que le Kwaou se soumette à lui, parce que le Kwaou, c'était un territoire où il y avait différentes chefferies qui se faisaient la guerre. Il va soutenir spécialement les Kwaou qui sont de clan Tena, voilà, notamment au Diaouo, pour que celui-ci puisse avoir la victoire sur tous les autres clans contre qui il faisait la guerre, et ainsi va devenir le premier roi du Kwaou qui est soumis en même temps au roi Opoku Ware. Donc Opoku Ware vraiment a fait de grandes choses. Et c'est lui qui va permettre que les Adansés, qui s'étaient réfugiés au sud du Pra, à la suite de leur guerre contre Osei Tutu, parce que Osei Tutu leur avait demandé d'entrer dans la coalition. Quand ils ont refusé, Osei Tutu les a attaqués. Donc ils ont traversé le Pra et se sont installés au sud du Pra. Opoku Ware va leur permettre de revenir en Adansé, mais bien sûr en lui faisant allégeance, et il leur a dit, vous les Adansés, vous avez plusieurs chefferies, vous n'avez pas un roi central. Je veux que vous ayez un roi central. Pour que ce soit celui-ci, soit l'intermédiaire entre vous et moi. Et c'est ce qui va se passer. C'est comme ça que le chef de Fomena va devenir le premier roi de la Dansé. Donc vous voyez que vraiment, Opoku Ware, c'est quelqu'un qui est un grand stratège. Et qu'est-ce qu'il fait? Pour pouvoir s'assurer de la docilité de tous ces États, de tous ces royaumes vassaux, il va mettre en place le système qu'on appelle Adanfo. L'Adanfo, c'est un chef Ashanti, mais qui sert d'intermédiaire entre le roi des Ashanti et un royaume vassal. C'est comme ça. D'ailleurs, les Bronze Diamants, leur Adanfo, c'était le chef Ashanti de Bantama. Et c'était comme ça. Et quand il a fait sa guerre contre les Aouin, il a vu que les Aouin ou les Agni et Brossa, ils maniaient avec dextérité des flèches empoisonnées. Et il a compris que c'était une arme efficace. Bien qu'à l'époque, c'était surtout des fusils que les Akans utilisaient pour se battre. Et il va créer spécialement une unité d'archers qui utilise des flèches empoisonnées. Et cette unité d'archers sera placée sous le commandement d'un chef
qu'on appelle le Dadie Swabahene. Dadie Swabahene. Voilà, donc c'est comme ça. Vous voyez. Et donc, avec tous ces faits de guerre, on voit que c'est Opoku Ware qui a créé ce qu'on peut appeler l'Empire Ashanti. L'Empire Ashanti, parce que il avait sous sa domination plusieurs royaumes qui étaient des royaumes vassaux. Et sa stratégie, quand un royaume se révolte, ou bien quand il veut conquérir un territoire, il rassemble des unités militaires de tous les royaumes vassaux contre le territoire qu'il veut conquérir. C'était comme ça. Donc quand vous vous battez contre l'Ashanti, vous avez face à vous une multitude d'armées composées non seulement des troupes Ashanti, mais des troupes de tous les royaumes vassaux de l'Ashanti. Vous voyez, donc c'est comme ça. C'était ça la stratégie. Et c'est d'ailleurs pour ça que la devise du peuple Ashanti dit Asante Kotoko ou Kumapema Pembeba. Asante Porkepic, si vous tuez 1000, 1000 autres viendront. Vous voyez, donc c'est comme ça. Alors, devant les hauts faits d'Opoku Ware, par la suite, le trône des Ashanti, qu'on appelle le Sikadua Kofi, je vous ai déjà expliqué ça longuement quand j'ai fait ma vidéo sur Okomfo Anoche. Vous pouvez regarder ma vidéo sur Okomfo Anoche, le grand conseiller du roi Osei Tutu. Alors, donc, par la suite, donc, avec le règne glorieux d'Opoku Ware, qui se termine autour de 1750, donc vous voyez qu'il a régné plus de 30 ans, hein, de 1718 à 1750, vous voyez, 32 ans de règne, si je ne me trompe pas. Et donc, le trône d'or des Ashanti, le Sikadua Kofi, sera aussi appelé Osei ni Opoku Dua, c'est-à-dire le trône d'Osei Tutu et d'Opoku Ware. Vous voyez. Parce que les Ashanti sont conscients que celui qui a fait de leur confédération un empire, c'est Opoku Ware. Mais on ne pouvait pas parler d'Opoku Ware sans quand même parler du précurseur, son oncle Osei Tutu. Donc, le Sikadua Kofi, le trône d'or des Ashanti, va être aussi appelé Osei ni Opoku Dua. Donc, c'est un des noms du trône des Ashanti. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. Abidjan est une ville de la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc vous voyez que celui qui a fait vraiment la grandeur, que je peux dire qui a créé le grand Ashanti, l'Empire Ashanti, c'est le successeur d'Osei Tutu qu'on appelle Opoku Ware. C'est Opoku Ware qui a fait ça. Merci encore et bonne journée à tous.